Dominique a changé de place parce qu'elle va continuer d'animer la table ronde qui suit avec plein d'invités. On va continuer de parler de ville intelligente, de port intelligent, port PORT, hein, intelligent, d'infrastructures oui, intelligentes. parce qu'on ne va rien balancer, Audrey. Hein. Comment? En termes de port, on ne va rien balancer. Non, là on est resté... on n'a pas répété, hein, mais ça marche bien quand même. Hein. Et d'infrastructures intelligentes. Parce qu'évidemment, tant qu'à faire, utilisons les nouvelles technologies au mieux pour optimiser la transition écologique et solidaire. J'insiste un peu, mais le mot solidaire est particulièrement important quand on parle de transition écologique. Dominique, vos invités vont entrer et donc vous allez pouvoir les accueillir. Vous êtes chez vous. Eh bien oui. Alors on va accueillir tout de suite Monsieur Patrick Devedjian, président des Hauts-de-Seine, président aussi association des département de l'Axe Seine. On va accueillir également Léa Lassara, qui est présidente de la Chambre du commerce et de l'industrie Seine-Estuaire. Antoine Berbin, directeur général délégué d'Aropa, c'est donc l'ensemble portuaire qui réunit les ports du Havre, de Rouen et de Paris, va nous rejoindre également. François Philizot, délégué interministériel au développement de la vallée de Seine, et Frédéric Sanchez vont venir compléter ce très joli plateau. Frédéric Sanchez qui est président de la métropole Rouen-Normandie. Je vous laisse vous asseoir comme vous voulez. Prenez place. Alors on va parler de cohérence territoriale. Cette cohérence territoriale, justement, elle peut-elle être synonyme d'un axe de développement économique? Et il y a justement cet exemple de l'axe Seine. Donc en fait, si je dois résumer un petit peu les grands axes de cette table ronde, c'est comment on peut faire des synergies, comment on peut s'appuyer sur les complémentarités des territoires pour finalement développer, redonner de la vie économique à des régions qui ont souvent été désindustrialisées. Et donc l'axe Seine, c'est surtout l'histoire, Patrick Devedjian, de 5 départements qui se sont associés pour favoriser tourisme et industrie. C'est vrai, ça fait 6. Comment on arrive à convaincre 6 départements à se mettre d'accord autour d'un projet? Par la complémentarité d'abord. Paris, intramuros et la petite couronne avec, un premier problème qui est lourd, c'est le territoire le plus dense de toute l'Europe. Et où est son développement? Les jeunes qui vivent sur nos territoires, en banlieue en particulier, ils comprennent bien qu'on est arrivé à saturation. Donc où se fait le développement? Là, il se fait naturellement le long de la vallée de la Seine. Et où va avoir lieu la vie? Le long de la vallée de la Seine, qui est en quelque sorte le cordon ombilical de la région parisienne avec la mondialisation, avec le port du Havre qui ouvre sur le monde entier. Et puis, Paris a un autre problème, c'est que la ville de Paris est affrontée à une fonction touristique envahissante, 35 millions de touristes par an à Paris, et qui est en train de transformer complètement la ville. Donc, où est l'avenir? Eh bien, il est le long de la vallée de la Seine. Léa Lassara, je vais vous donner la parole puisque vous êtes la seule femme de cette table ronde et vous allez répondre excellemment bien. Vous êtes présidente de la Chambre du commerce et de l'industrie de Seine-Estuaire. En quoi l'axe Seine, c'est vraiment un bon exemple en matière de cohérence territoriale? J'allais dire cohérence éditoriale, mais je n'y suis pas du tout. Cohérence territoriale. Je pense que c'est un bon exemple parce que ça... je dirais au-delà d'être présidente de la Chambre de commerce, je suis aussi chef d'entreprise et que vous parliez de tourisme juste maintenant ou d'autres sujets. Et je crois que là, on est bien dans une cohérence territoriale de travailler acteurs publics et acteurs privés et on a un très beau champ devant nous de pouvoir mettre en musique tout ça et que ça prenne vraiment sens, que d'avoir cet axe Seine et que ça aide au développement du privé. Et pour ça, c'est de travailler ensemble. Donc, c'est un bon exemple. Alors, Monsieur Philizot, vous êtes délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine. Ça fait 5 ans que vous suivez ce dossier. Comment ce dossier se met en œuvre? Quelles ont été les grandes étapes? Et surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que chacun des intervenants, et Dieu sait que ça ne doit pas être simple, puisse agir ensemble et pour que tout le monde puisse avancer ensemble?
le premier défi auquel nous avons été confrontés fut de construire une vision commune aux partenaires de base, qui étaient l'État, les régions, en associant à cette vision commune l'ensemble des autres acteurs, les collectivités départementales, les principales agglomérations, le monde économique. Donc au démarrage d'une démarche de ce type-là, c'est 18 mois de réflexion, de concertation, d'introspection, si je puis dire, pour déboucher sur un diagnostic partagé et puis un projet d'aménagement qui identifie les grands enjeux, qui portent une valeur ajoutée à l'échelle de ce territoire. C'est ce que nous avons fait en 2013 jusqu'au début 2015 pour déboucher sur un schéma stratégique d'aménagement vraiment coécrit par l'État et les régions et profondément alimenté par les contributions de nos autres partenaires. Première étape, donc ce projet stratégique. Et deuxième étape, qui paraît toute simple, le décliner opérationnellement, un contrat de plan, ce qui est l'outil traditionnel depuis 35 ans entre l'État et les régions, malgré les vicissitudes de leur exécution, de coopération entre l'État et les régions, et la mise en place d'un partenariat qui est un partenariat qui cherche à couvrir l'ensemble des champs tout en donnant à chacun sa place. État, région ne pourrait pas agir seul. Quel cahier des charges. Mais il faut créer une dynamique collective, ce que nous avons fait sur des sujets touristiques avec les départements de l'Axe Seine, ce que nous avons fait sur des enjeux urbains avec Le Havre, Rouen et Paris autour de l'opération Réinventer la Seine, ce que nous faisons avec des filières économiques de plus en plus pour tisser des liens plus forts et être plus efficaces et plus attractifs. Frédéric Sanchez, comment on arrive à articuler, vous êtes président de la métropole Rouen-Normandie, Léa Lessara nous a parlé de cette articulation entre le monde économique et le monde politique. Comment on arrive à articuler, parce qu'on sait que le temps de la politique, ce n'est pas forcément le temps de l'économie. On sait que par exemple le temps d'une entreprise est beaucoup plus court, parfois ou pas, ça dépend. Comment vous avez réussi justement à articuler, à faire avancer ces deux temps-là en même temps? Pour le coup, je ne sais pas si on a réussi. Au fond, la question qui est la nôtre sur l'Axe Seine, c'est pourquoi Paris, Rouen, Le Havre, le complexe maritime et fluvial qui est rendu possible par la Seine, pourquoi ce n'est pas un des premiers ports du monde? Le point de départ de tout cela, c'est cette question-là, au fond, qui est une énigme. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on se penche, acteurs privés, acteurs publics, sur non seulement l'énigme, mais la résolution. On souhaite évidemment, progressivement, reconquérir des parts de marché et se situer dans la compétition mondiale. Ça a été dit tout à l'heure, et j'imagine plusieurs fois depuis le début du forum, se situer dans cette compétition. J'étais il y a quelques jours à Singapour. Ils ont fait en 50 ans de Singapour le deuxième port du monde. Donc ça prouve que le temps n'est pas forcément long. 50 ans à l'échelle du développement d'un territoire, ce n'est pas non plus une période si longue que cela. Il faut effectivement se retrousser les manches, en faire une priorité nationale, donc on attend beaucoup de l'État, en faire une vraie priorité des acteurs locaux. Dans l'exercice de nos responsabilités, les uns et les autres, on ne se connaît pas forcément sur l'Axe Seine. Chacun est sur son axe. Et à un moment donné, il faut que ça fasse l'Axe Seine. Et puis, s'agissant des acteurs privés, puisque c'était votre question, là, c'est l'un des aspects peut-être du mal français. C'est qu'effectivement, pour le coup, le secteur public qui travaille à des questions comme les infrastructures, qui aime, et c'est naturel, les schémas d'aménagement, qui manie des procédures, ne serait-ce que les procédures de création d'une zone d'activité économique, des procédures très longues, rencontrent souvent douloureusement les acteurs privés qui, eux, ont un besoin immédiat auquel on a un mal de chien à répondre immédiatement. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai souhaité, avec d'autres collègues de la vallée de Seine, les collègues du Havre, Luc Lemonnier, nous avons souhaité, par exemple, une étude très approfondie pour identifier les blocages qui nous empêchent aujourd'hui de créer du nouveau foncier économique, justement en réponse aux besoins d'un développement qui est là. Le commerce mondial continue à se développer, il y a une certaine reprise de l'industrie. Où sont ces blocages? Pourquoi il nous faut 6, 7, 8 ans pour constituer une zone nouvelle d'activité économique? Donc là, il y a des enjeux très concrets et il faut s'y atteler ensemble, à la fois parce que le secteur privé dit on est là, on est présent dans la mondialisation, on est compétitif, on peut aller de l'avant. Et nous, secteur public, comment on répond à cela?
Antoine Berbin, vous qui êtes directeur général délégué d'Aropa, l'ensemble portuaire Le Havre, Rouen, Paris, parce que je crois qu'on dit Le Havre, Rouen, Paris, on ne dit pas Paris, Rouen, Le Havre. On va dans le... C'est une histoire de convention. On va dans le... et donc, est-ce qu'effectivement, par moment, comme disait Frédéric Sanchez, ça a été un peu douloureux Il n'y a pas de douleur, vous inquiétez pas. Non. La démarche Aropa, c'est une démarche volontaire qui a été initiée par les ports en 2012, notamment à l'initiative d'Hervé Martel, qui était là juste avant sur la scène. En décrivant ce qu'est le nom Aropa, on décrit un peu le projet. Et donc Aropa, c'est l'alliance de 3 ports, le port du Havre, de Rouen et de Paris. Et donc Aropa, c'est les 2 premières lettres de chacun des 3 ports, les 2 premières lettres de chacune des 3 villes. Et ça montre que c'est un projet qui a vocation à être fédérateur, agrégateur, intégrateur des spécificités de chacun des ports pour former un système portuaire au service de leurs clients. Il y a une autre subtilité dans ce nom, si je peux me permettre, et ça renvoie à la question de la compétitivité internationale des ports évoquée par Frédéric Sanchez, c'est que Aropa, c'est aussi Harbours of Paris. Et donc l'idée derrière ce nom, Harbours of Paris, c'est de localiser notre système portuaire sur la carte partout dans le monde, adossé à une marque naturellement connue partout dans le monde qui est Paris, aussi en considérant que Paris est une capitale monde et qu'elle a besoin d'un port. Et donc Aropa, c'est tout ça. Il y a une troisième astuce dans ce nom, si je peux me permettre, qui est aussi révélateur de l'ambition, c'est la proximité entre le nom Aropa et Europa. Et la volonté que l'on a à travers ce système portuaire, c'est aussi d'acquérir une dimension européenne que nous n'avons pas encore tout à fait. Oui, l'idée, bien sûr, c'est de concurrencer les grands ports, notamment du nord de l'Europe, Rotterdam, entre autres. Exactement. Les systèmes portuaires nord-européens sont en concurrence les uns avec les autres. Et il y a un enjeu fondamental à fixer la valeur ajoutée liée aux échanges sur nos territoires. J'avais une question à vous poser, vous, Frédéric Sanchez, puis peut-être à vous, Patrick Devédian. Comment vous avez fait, vous qui êtes plutôt vous êtes un élu parisien, enfin en tout cas de la banlieue. De la banlieue, mais de Paris. Rien à voir. Rien à voir. La banlieue, c'est construite contre Paris. Alors vous allez encore pouvoir mieux répondre. On sait que souvent, les villes dites de province, j'aime pas trop ce terme parce que province, ça veut dire ceux qui ont été vaincus, c'est pas forcément le cas. Comment on arrive à persuader qu'en fait, le gros Paris ou les gros Parisiens vont pas venir envahir ou prendre le dessus quand on monte justement quelque chose comme l'axe Seine? Quels sont les arguments qu'on peut employer? Paris fait peur souvent quand même. Ah oui, mais à commencer par la banlieue. Vraiment, vous avez tort d'assimiler la banlieue à Paris. Hein, parce que je suis déjà dans le Grand Paris. Parce que les gens qui vivent en banlieue, à l'origine, et encore maintenant, sont des gens qui n'ont pas pu continuer à vivre à Paris, parce que c'est trop cher pour eux d'une manière générale. Puis Paris est une ville qui est en train de se transformer. C'est une ville qui ne se développe plus, qui est enfermée dans le périphérique. Et donc, où est le développement? Où est la création d'emplois? Elle est en banlieue, mais là aussi, on arrive à saturation. Je disais tout à l'heure, c'est le territoire le plus dense de toute l'Europe. On ne se rend pas compte de ça. Le Grand Paris est 2 fois plus dense que le Grand Londres, qui est pourtant le 2e d'Europe. Donc, le développement, il se fait justement le long de la vallée de la Seine. Et l'articulation est naturelle parce qu'elle conduit à l'océan, elle conduit à la mondialisation. Et là, il y a un très grand potentiel. Il y a d'abord ces 3 grands ports dont vous avez parlé, mais il y a aussi d'autres stations portuaires qui sont là et qui ne demandent effectivement, là aussi, qu'à se développer. Donc le développement, il est là. Frédéric Sanchez. C'est une question qu'on nous pose souvent à Rouen. Si c'est je suis désolée de vous poser une question banale. Non, mais si c'est un atout ou un problème d'être proche de Paris. Nous, évidemment, on dit qu'on n'est pas une banlieue de Paris, donc on a un point commun. Plus sérieusement, si on regarde les choses factuellement, nous sommes à Rouen, 9e métropole de France, le premier pôle d'emploi de Normandie et de loin, et notre emploi, il est produit sur place. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a un potentiel de l'axe Seine, je le partage complètement. Y a-t-il une réalité de l'axe Seine? On est là pour ça. Parce que cette réalité, elle reste en grande partie à construire. Les échanges de marchandises, oui, sûrement, ils doivent être consolidés. Les échanges humains, quand on regarde ne serait-ce que les trafics des gares, ce n'est pas si évident. De fait, des pôles d'emploi se sont constitués le long de l'axe Seine
Et ce qui nous manque, c'est la connexion et la stratégie et l'effectivité surtout de cette stratégie, c'est-à-dire des décisions fortes pour concrétiser cette promesse de reconquête et de conquête que représente l'axe Seine. De reconquête parce que, moi il y a toujours un chiffre évidemment sur lequel je reviens pour inciter notamment l'État à accorder une certaine priorité à l'axe Seine, c'est la destruction de l'emploi industriel depuis 30 ans, qui est, en fonction évidemment des évaluations et des nomenclatures, de plusieurs centaines de milliers, souvent le chiffre de 800 000 destructions d'emplois industriels circule. Cette perte de substance industrielle s'est traduite dans la vallée de Seine par une perte de substance réelle au plan humain. La métropole rouennaise est l'une de celles qui, en France, dans les 12 plus grandes métropoles, a créé le moins d'emplois depuis une dizaine d'années. Donc, on a un potentiel, il faut le valoriser le plus vite possible par des initiatives qui donnent de l'horizon aux acteurs privés. Les acteurs privés ont besoin d'un certain nombre d'éléments, de stabilité, et ils ont besoin d'un horizon. Donc la question, par exemple, dans quelques mois, du financement d'un certain nombre d'infrastructures nouvelles, complémentaires de ce qui a été fait dans le Chenal récemment par l'État pour permettre à des bateaux plus importants d'accéder jusqu'à Rouen. Un investissement important, je crois, de plus de 200 millions d'euros. Près de 200 millions d'euros. Les investissements plus anciens au Havre. Il y a une nouvelle génération d'investissements portuaires qui doit être programmée, une nouvelle génération d'investissements ferroviaires qui doivent être programmés pour les marchandises et les voyageurs, parce que si nous ne nous déplaçons pas rapidement, plus aisément, de façon plus régulière sur l'axe Seine, on aura tout simplement un peu plus de difficulté à le faire vivre. Monsieur Philizot, justement, c'est un vrai enjeu, l'axe ferroviaire aussi. L'axe ferroviaire est un des enjeux cruciaux. On est sur un système logistique qui est le premier système logistique français en termes d'emploi, en termes de marchandises, un tiers des flux qui sont traités dans notre pays, 460 000 emplois logistiques sur l'Île-de-France et la Normandie, donc c'est un enjeu crucial, mais qui s'est construit de façon assez spontanée, avec des vrais blocages, notamment sur le ferroviaire, sur le réseau ferroviaire, un système fluvial qui est sous-employé. Il y a une vraie difficulté, pardonnez-moi, sur le ferroviaire, c'est que les distances sont relativement courtes. Avec des distances, ça a certainement freiné des projets de train à grande vitesse. Des distances courtes qui font que la grande vitesse, au sens où l'entend d'habitude, 330 km/h, n'est pas adaptée à la réalité du terrain. Sur les voyageurs, le directeur régional de Saint-Lazare-Normandie me disait un jour qu'un sixième des trains qui circulent chaque jour en France était sur son réseau. Ah oui. Un sixième des trains donc, sur les réseaux de Saint-Lazare, et un réseau qui est largement saturé, en particulier entre Paris et Mantes. Donc un enjeu d'infrastructure ferroviaire qui est tout à fait considérable. Alors avec EOL, ça va s'arranger. Avec EOL, ça va s'arranger. Un manque de confiance dans l'État parce que la situation s'est globalement dégradée depuis 40 ans. Les temps de parcours de Caen, de Rouen, du Havre vers Paris sont dégradés. Les temps de la fluidité entre Mantes et Paris s'est également dégradé. Et une nécessité de construire un itinéraire, si je puis dire, d'amélioration qui va nous occuper pendant une bonne quinzaine d'années, dans le temps, d'étape en étape, avec EOL en 2024, qui va régler une partie des problèmes. À l'horizon 2028, le réaménagement du complexe ferroviaire de Saint-Lazare, c'est très technique, mais c'est 500 millions d'euros à vue d'œil. Et ça n'a pas été touché depuis 1937 dans ces grandes lignes. Et puis un horizon un peu plus lointain, la ligne nouvelle Paris-Normandie qui permettra la désaturation complète entre Paris et Mantes au niveau du nœud de Rouen. Donc 15 années de travaux qui représentent de l'ordre de, si l'on prend l'ensemble des projets qui sont sur la table, de l'ordre de 10 milliards d'euros. Il y a la question des marchandises. Et la question des marchandises étant un des éléments qu'on traite par ce programme général, à la fois en offrant un doublet de ligne entre Paris et la Normandie qui n'existe pas, c'est-à-dire 2 itinéraires pour aller du Havre et du Rouen à Paris ou dans l'autre sens, un projet d'investissement dans notre jargon Cerquegis. Alors on rouvre aux marchandises une partie de l'ancienne ligne de Dieppe en 2020 et à terme la possibilité d'exploiter ces 2 lignes. Et d'un autre côté, une gestion du réseau qui doit nous permettre de mieux réfléchir ensemble, que nous avons mis en place avec les 2 régions, avec la SNCF, et qui, dans les temps qui appellent des lendemains qui chantent à certains égards, mais qui vont passer par des phases très compliquées, parce que quand on fait des gros travaux sur un réseau saturé, c'est compliqué, vont nous permettre de le gérer de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus fine qu'on ne le fait aujourd'hui. Léa Lassara, qu'est-ce que
vous pourriez formuler comme recommandation pour que les choses avancent plus rapidement, vous qui représentez quand même, qui est un petit peu la voix finalement du secteur privé dans cette table ronde? Je pense que déjà, si on est autour de la table ronde, à cette table ronde, c'est qu'on a l'air tous très motivés par cet axe Seine. On y croit. Maintenant, je crois qu'il faut des actions concrètes. On parle de la ligne Paris-Normandie. Vous savez que c'est un vrai sujet, évidemment, tout le temps quotidien et que dont les entreprises parlent, forcément. On sait bien que ce n'est pas pour demain non plus. Donc, il faudrait des actions concrètes pour que, vous l'avez dit tout à l'heure, que le monde public, privé puisse avancer et qu'on ait des signes qui montrent que cet axe Seine, assez rapidement, peut-être pas 100 actions, mais en tout cas quelques-unes, deviennent concrètes. Il y a aussi un autre défi, notamment je vais m'adresser à vous, Antoine Berbin, c'est qu'en fait, il faut conjuguer tout ça avec les nouveaux défis environnementaux et... Je veux dire, peut-être se mettre un petit peu raccord avec les accords de Paris, de la COP24. Bien évidemment. Donc, mais je savais que vous étiez le coupable idéal. Merci. Non, mais vous avez raison, les ports sont quand même des installations énergivores. Bon, elles ont la double caractéristique, à la fois de consommer beaucoup d'énergie, aussi d'en produire. Souvent, c'est des lieux de production industrielle de l'énergie. Nous, on a sur la vallée de la Seine 3 raffineries, dont les 2 plus importantes de France, notamment en Normandie. On importe 40% du pétrole brut français, raffiné. Donc on a un enjeu naturellement environnemental très fort en matière de transition énergétique, mais il est collectif en fait, hein. C'est celui qui correspond aux besoins actuels du marché. Voilà. On a d'autres enjeux environnementaux qui sont directement propres au port, dans notre qualité de relation avec la ville, socio-économiquement parlant, en termes de qualité d'aménagement, en termes d'interface ville-port. Donc les enjeux environnementaux globaux à l'échelle de la vallée de la Seine sont énormes, propres aux ports sont également très, très importants. C'est aussi une dimension qui est vue de façon importante par le marché, c'est-à-dire que nos clients accordent aussi de l'importance à la façon dont on traite ces questions-là et dont ils peuvent ou non s'installer sur un green port. Et donc on a été l'année dernière notamment reconnu comme le best green port au monde par la presse asiatique dans le domaine des transports. Donc c'est une vraie fierté. En français. Oui, alors c'est une incitation à poursuivre en fait, hein. Mais globalement l'industrie maritime se transforme. Il faut que vous ayez en tête par exemple que CMA-CGM a commandé ces 9 prochains grands porte-conteneurs, ces énormes bateaux, pour une propulsion au GNL. Donc c'est une première révolution dans le domaine maritime et le transport de conteneurs. On change de carburant et on passe à un carburant qui est certes encore polluant, mais moins polluant que les carburants actuels. Patrick Devedjian, quand on est un élu, on se dit chouette, finalement, c'est en gros un levier de croissance, ces questions environnementales, on va pouvoir peut-être réinventer différemment, de manière plus intelligente, le développement d'une région, de cet axe Seine dont on parle. Ou est-ce qu'on se dit mince, comme si le fardeau était déjà pas assez lourd pour faire avancer les choses, il faut qu'on nous en rajoute? Non, on se dit chouette, vous avez raison, mais ça suppose que les collectivités, en principe, prennent leur destin en main, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, on a fait la démarche, mais en même temps, ce n'est pas trop dans les mœurs françaises. C'est-à-dire que nous sommes un pays hyper centralisé, dans lequel les collectivités locales sont de bonne volonté, mais sont souvent sous la tutelle étroite de l'État, lequel l'État n'a plus les moyens d'investir. C'est un sujet majeur. Il faut savoir que 70% des investissements publics civils en France sont le fait des collectivités locales. Et donc l'État n'investit pas. Or, sur cet axe, il faut investir et investir beaucoup. Moi, je suis de ceux qui demandent à l'État rendez-nous la liberté et nous ferons le travail. Monsieur Philizot, je vais vous laisser répondre puisque c'est vous qui représentez d'une certaine manière l'État. Il est évident qu'il y a des enjeux. Je ne vais pas rouvrir pour la énième fois le débat de la décentralisation en France. C'est un vaste débat qui s'est développé dans d'autres enceintes ces jours derniers, une fois de plus. C'est un bon débat. Et c'est un vrai débat. C'est un vrai débat que je suis et que je vis depuis que je suis étudiant ou que j'ai commencé à m'intéresser à la chose publique quand j'étais adolescent. Ça s'est aggravé. La situation est peut-être plus complexe aujourd'hui qu'elle ne le fut dans certains temps, pour toute une série de raisons d'ailleurs. Si on revient aux deux enjeux, il y a un enjeu d'investissement, c'est évident.
L'enjeu d'investissement, on l'a évoqué pour les transports ferroviaires. Il se pose à une autre échelle pour l'artère Seine, la Seine elle-même comme axe de navigation. C'est un des chantiers importants que nous avons à conduire dans les années qui viennent et la modernisation de toute une série d'ouvrages reconstruits souvent après la guerre de 40 et qui, selon un processus normal, ont vieilli et appellent des travaux qui sont très importants. C'est une des ambitions de l'État que de tenir ce programme de modernisation à l'horizon 2025. Et il y a un autre enjeu qui est un enjeu environnemental global. Antoine Berbin parlait de l'image des ports. Une des questions qui est sur la table, c'est la redécouverte de la Seine en tant qu'infrastructure naturelle. Dans les zones urbaines en particulier, on a une relation à la Seine qui est en fait assez lointaine, une méconnaissance de la Seine et de son fonctionnement qui est réel. Il y a encore 2-3 ans, on ne mesurait pas les mêmes paramètres de qualité de la Seine à Paris et à l'aval de Rouen parce qu'on avait des systèmes incomplets et différents. Et quand on ne sait pas comment fonctionne un fleuve, c'est compliqué de travailler pour améliorer la qualité du fleuve. Les berges ont été vécues comme des éléments utilitaires, très souvent artificialisés. Il y a une redécouverte de la fonction de ces berges dans les différents aspects. Donc un enjeu autour de la Seine en tant qu'infrastructure naturelle et puis un enjeu d'injection de meilleures pratiques environnementales à tous les niveaux. Si je vous prends 2 sujets sur lesquels nous travaillons, l'évolution des motorisations, des modes de déplacement automobile et connectés, plus de la moitié des expériences françaises en matière de véhicules autonomes et connectés se déroulent sur le territoire de l'Île-de-France et de la Normandie. Il faut que nous organisions le partage d'expériences, que nous créions une vraie communauté pour être pleinement efficace là-dessus et pour faire que l'automobile autonome ne soit pas anti-environnementale et ne crée pas de la congestion au bout du compte. Autre enjeu qui est, en descendant dans le détail, toute civilisation urbaine produit beaucoup de déchets. On produit en Île-de-France, en Normandie, des centaines de milliers de tonnes de déchets de bois, dont la moitié est brûlée à l'air libre, produisant de la dioxine, et dont un petit quart est exporté parce qu'on ne sait pas les valoriser en Île-de-France et en Normandie. Comment faire en sorte, sans doute pour produire moins de déchets de bois, mais pour valoriser ces déchets qui sont un des produits de la civilisation urbaine. C'est un autre aspect de cette qualité environnementale. Il faut réussir, en évitant la dispersion, à traiter les différents aspects de la qualité environnementale. Frédéric Sanchez, comment vous arrivez à conjuguer le développement et l'environnement, vous, à Rouen? Parfaitement. C'est tellement facile. Surtout qu'on a tous envie rapidement de pouvoir se baigner dans la Seine, puisque je crois que c'était une promesse d'un ancien président de la République. Est-ce qu'on peut réellement s'y baigner ou Courageuse. Courageuse, oui, comme toutes les promesses. Mais le président Chirac avait promis de se baigner dans la Seine. Je ne me souviens pas, l'a-t-il fait réellement ou pas? Il ne l'a pas fait, donc. En ce qui le concerne, je pense que... Non, mais ce qui vient d'être dit est assez clair. Si nous devons constituer un axe Seine comme axe de développement de nos régions normandes et franciliennes au service du développement du pays et de l'Europe, évidemment, nous n'allons pas le développer à la manière d'un certain nombre de grands ports dans les 50 dernières années, et pas seulement à Singapour, dans le monde. À la fois parce que nos populations ne pourraient pas l'accepter, et parce qu'à vrai dire, la planète ne le supporte plus non plus. Donc forcément, la construction de l'axe Seine, ça ne peut pas être qu'une réflexion sur le fleuve Seine comme fleuve économique, traité comme une sorte d'infrastructure elle-même passive. Et donc tout le travail que nous menons, qui n'est pas très spectaculaire, mais pour effectivement réintroduire de la biodiversité, mieux gérer, c'est pas spectaculaire, sauf en termes financiers, mieux gérer les rejets dans les nappes phréatiques et dans le fleuve lorsqu'il y a évidemment des eaux souillées, lorsqu'elles touchent le sol. Tous ces efforts-là sont tout à fait essentiels parce qu'elles relèvent de notre prise en considération des générations futures dans évidemment ce concept très clair aujourd'hui de développement durable. Mais encore une fois, l'exercice auquel nous livrons est un exercice dans lequel il va falloir de la continuité de l'action publique pour que ça donne un horizon aux acteurs privés. Une réforme importante se prépare, semble-t-il, s'agissant de la politique portuaire française et de la vision qu'on peut en avoir en termes d'axes. Et
concrètement, s'agissant de l'axe Seine, c'est la réforme d'Aropa. Moi, j'appelle de mes voeux une réforme, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises, une réforme qui donne effectivement une impulsion, et ça passe peut-être, et même très vraisemblablement par une intégration plus forte pour qu'il y ait une unité de vue, pas seulement stratégique, mais dans la mise en œuvre tactique de la stratégie. Il faut que cette nouvelle organisation, qui doit donner de la force et de l'énergie au projet Axe Seine à l'échelle du pays, soit évidemment très attentive, cette nouvelle organisation, à la façon dont ça s'articule avec les territoires. Les métropoles sont en charge de l'aménagement, en lien avec le port localement. C'est vrai au Havre, c'est vrai à Rouen, c'est vrai pour tout l'axe Seine. C'est nous qui mettons en place, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le foncier qui permettra, le moment venu, si les trafics s'intensifient, de les traiter au sol, de les traiter intelligemment, dans le cadre de toute cette smart city qui s'invente et de ces smart ports qui s'inventent. Et cet exercice-là suppose une bonne articulation. Et on y revient entre voilà, l'échelon central qui a un rôle et l'échelon décentralisé. Donc moi j'attends évidemment avec beaucoup d'intérêt et quelque part d'envie la constitution d'un axe Seine institutionnalisé autour des ports plus forts. Il y a d'autres dimensions, ça c'est très important. On l'a évoqué incidemment. On travaille sur la culture, sur le tourisme, on essaie de faire du vélo jusqu'au bord de mer. Tout cela, jusqu'à Londres, oui, ça on a l'avenue verte en Seine-Maritime. Tout cela est très important, mais finalement à échéance assez rapprochée, il y a peut-être des événements importants, charnières qui vont se produire et j'espère effectivement qu'ils seront dans cette direction, plus de force grâce à une unité de pilotage renforcée dans une articulation forte avec les territoires. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas le danger, vous abordiez la question du tourisme, mais est-ce qu'il n'y a pas le danger, je vais poser une question peut-être un peu naïve, d'enlaidir complètement la Seine, puisque quand on parle de développer les ports, développer donc en fait le transport de marchandises, est-ce qu'il n'y a pas le danger de finalement enlaidir complètement les rives de cette Seine et que finalement les rives soient plus très vivables pour les habitants des régions qui bordent la Seine? Écoutez, on vient de remporter à Rouen le Grand Prix national du paysage pour l'aménagement, qui est un prix considérable, important en France, pour l'aménagement de nos quais de Seine, qui ont certes été libérés de l'activité portuaire d'aujourd'hui, mais qui illustre effectivement, puisqu'au fond c'était votre question tout à l'heure, la compatibilité entre un fleuve économique, un fleuve respectueux évidemment de sa nature et de la nature, et un fleuve agréable à vivre, pour parler simplement pour les riverains. Voilà, c'est cela qu'il faut réussir demain mieux qu'hier, mais je pense qu'on est beaucoup mieux outillés pour le réussir qu'hier. Antoine Berbin, comment on peut rendre compatible, je vais dire, le tourisme et le commerce? Je fais un raccourci. Hein. On y travaille tous les jours. On a vraiment en tête, et collectivement avec les collectivités locales, naturellement, que la Seine, je ne veux pas être trop fonctionnaliste, mais c'est au moins 3, 4, 5 fonctions qui se superposent. C'est un milieu naturel, c'est une ressource en eau, puisqu'on utilise l'eau de la Seine pour produire de l'eau potable. C'est un moyen d'évacuer l'eau qui tombe du ciel. C'est un moyen de transport, une infrastructure qui n'est pas du tout saturée pour le coup, donc il y a une réserve de capacité pour développer le transport fluvial. Et donc c'est l'ensemble de ces... Et puis, je ne sais pas s'il est dit, c'est un cadre de vie. C'est un endroit où on aime se promener, on aime vivre, parfois on habite à côté de l'eau. Voilà. Et donc on travaille notamment au développement du transport fluvial, parce que même si on habite au bord de l'eau, on voit passer une péniche, on n'a pas l'impression de voir passer 250 camions, mais c'est parfois l'équivalent de 250 camions qui sont transportés sur une péniche. Donc on peut composer les choses. Un des enjeux de la stratégie de développement est justement de répondre à ces différentes fonctions de la meilleure façon en articulant l'approche. Si on prend les besoins de foncier d'activité, par exemple, qu'évoquait M. Sanchez à juste titre, notre démarche partagée avec les structures intercommunales, et notamment Rouen et Le Havre, consiste à identifier les espaces stratégiques
pour l'accueil des activités, en donnant la priorité aux espaces qui ont déjà été urbanisés, parce que nous en avons un peu partout et qui ont déjà eu une vocation industrielle, pour les remettre sur les marchés en tirant l'ensemble du foncier vers le haut en termes de qualité environnementale, en gérant mieux les risques, en gérant mieux l'insertion paysagère. La problématique est la même en Ile-de-France. Si on prend le grand projet de port nouveau en Ile-de-France, on n'a pas créé de port en Ile-de-France depuis des décennies. Donc il y a un projet à Cher sur des zones qui sont des zones de gravières. Donc c'est de l'exploitation industrielle et la démarche portée par Aropa est de reconvertir les gravières en port. Donc c'est un site qui est déjà industriel, qui reste industriel, tout en l'insérant au mieux dans son environnement, avec une coupure paysagère le long de la Seine, pour que la vue des coteaux de l'Autil en rive droite ne soit pas altérée par cette fonction économique, et puis un espace de loisirs, un parc entre le port et la ville. Donc c'est un projet économique qui s'insère dans une approche globale d'aménagement du territoire et qui va permettre en fait d'avoir mieux après qu'avant, si je puis dire. Et c'est cette démarche qu'il faut conduire. Il ne faut d'ailleurs pas opposer le tourisme, le développement du tourisme au développement. Le développement du tourisme, c'est du développement économique. Et si nous voulons consolider l'attractivité de la Seine, qui est très souvent méconnue, il faut conduire cet effort de qualité, y compris pour prendre un objet sur la croisière fluviale. C'est un marché qui est en plein développement, avec un tourisme haut de gamme d'ailleurs. Les croisières les plus coûteuses sont à 12 000 $ la semaine. Oui, mais il y a très peu d'hôtels sur les bords de Seine. Mais il y a peu d'offres structurées, ne serait-ce que parce que les Franciliens, une partie de Normands, sur le Nil. Ne croyaient pas à leur capital tourisme. Et pourtant, le Nil n'est pas très propre. Comment ? Pourtant, le Nil n'est pas très propre. Non. Mais il y a beaucoup plus de tourisme sur le Nil que sur la Seine, et il y a beaucoup plus d'accueil hôtelier sur le Nil que sur les rives de la Seine. Vous avez tout à fait raison. Et bien c'est sur ce mot que nous allons nous arrêter, puisque nos 40 minutes imparties sont écoulées. Merci, madame, merci, messieurs, d'être venus donc nous parler de cet axe Seine, et on peut dire bon vent donc à l'axe Seine.